Bonjour à tous. Avant de commencer, j'aimerais parler d'un film très ancien, réalisé par Henri Verneuil et sorti en salle en 1982, qui s'intitule 1000 milliards de dollars et que l'on peut visionner intégralement et gratuitement sur YouTube. Le film met en scène Paul Kerjan, un journaliste de La Tribune, un journal d'actualité économique et financière. Le journaliste est invité à Bruxelles à l'occasion de la convention annuelle de GTI, une multinationale états-unienne fictive créée pour les besoins du scénario, et je vous propose d'en visionner un extrait. Il y a 3 mois, vous m'avez envoyé à Bruxelles pour la convention annuelle GTI, vous vous souvenez? Parfaitement, oui. Nous avons même ri à cause de l'heure à laquelle vous étiez invité. Je crois que c'était 4 heures du matin. C'est exact. Je suis donc arrivé à l'hôtel de la Cité, à 4 heures du matin, et c'est cet homme qui m'a reçu. Je m'appelle Fred Gret. Je suis ravi de vous accueillir, Monsieur Kerjan. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie, c'est normal. Vous savez, Monsieur Kerjan, depuis que je suis directeur des relations publiques de GTI, vous êtes le seul journaliste invité à notre convention annuelle. Je suis très flatté de cette invitation exceptionnelle, mais pourquoi à 4 heures du matin? Mais il n'est que 21 heures pour GTI. Notre président voyage énormément. Lundi, par exemple, il était à Hong Kong. Mercredi matin, à notre filiale de Bombay. Jeudi après-midi, à Moscou. Vendredi, il présidait un conseil à New York. Il est aujourd'hui avec nous. Aucun organisme humain ne peut résister à tant de décalage horaire à longueur d'année. Alors la compagnie a décidé de supprimer les heures locales et tout fonctionne pendant ses déplacements à l'heure de New York. Et il est en ce moment 21 heures à New York. Ah bon? Ce qui veut dire que lorsqu'il arrive quelque part, on prend son petit déjeuner à l'heure du souper et on se couche à 3 heures de l'après-midi. Oui, c'est à peu près ça, oui. C'est une question d'habitude, vous savez. Toutes nos montres sont réglées à l'heure de New York. C'est tellement plus facile quand nous devons appeler notre siège central. CM320 turbojet engine, thrust power range. Le président va faire son speech dans 10 minutes, un quart d'heure. Ce ne sera pas long, il est toujours très bref. Je vous présenterai à lui tout de suite après. Advanced technology and new Gentlemen, this is Paul Kerjan of La Tribune. I'll leave him in your hands. Vittorio Orta, piacere. oil prices. Michel Saint-Claude, Midway through GTI Europe. a happy event occurred. Beta Airlines Qu'est-ce que vous voulez boire, monsieur Kerjan? 320 as the engine for its 60. Écoutez, j'hésite entre un grand verre de whisky et un bon café au lait bien chaud avec des croissants. On peut lire sur Wikipédia le commentaire suivant. Henri Verneuil dénonce avant tout les dangers de la mondialisation, propice à l'apparition de sociétés aussi tentaculaires qu'inhumaines. Inutile de préciser que je ne partage pas l'opinion de Wikipédia. La volonté d'imposer l'heure de New York à tous ceux qui travaillent pour GTI, quel que soit le pays où ils sont basés, est bien sûr une fiction. Mais lorsqu'on visionne tout le film, on s'aperçoit que cette fiction est conforme à une volonté de domination bien réelle qui consiste à absorber ou détruire toute concurrence potentielle par n'importe quel moyen, légal ou illégal, légitime ou illégitime, en allant éventuellement jusqu'au meurtre. Tout employé de GTI, quelle que soit la nature de son travail, doit impérativement se convertir, au sens religieux du terme, à l'idéologie promue par GTI et, bien entendu, reléguer sa langue au rang des dialectes sympathiques au profit exclusif de l'anglais, dans lequel sont rédigés tous les rapports et documents de la société et seul véhicule de communication orale dans toutes les réunions importantes organisées par GTI, où qu'elles se tiennent. La fiction de 1000 milliards de dollars nous interpelle à propos de 2 questions que l'on peut légitimement se poser. Les idéologies états-uniennes sont-elles davantage véhiculées par l'anglais que l'anglais n'est véhiculé par les idéologies états-uniennes? Certaines personnes se poseront la question en ces termes, tandis que d'autres verront dans l'émergence de l'anglais le fruit du hasard ou la solution qui émergea par le gré des circonstances pour remplir les besoins de la communication internationale dans un monde de plus en plus interconnecté. Une très grande majorité de gens, parmi lesquels on trouve des hauts fonctionnaires, des hommes politiques
ou des dirigeants d'entreprise pensent que les pays authentiquement anglophones ne se sont jamais engagés dans l'action culturelle et linguistique. Le British Council, qui est souvent considéré comme une simple école d'anglais, peut être considéré comme une exception. Et contrairement à ce qui se passe pour la plupart des autres grandes langues du monde, il n'existe pas d'organisme régulateur pour la langue anglaise, ce qui semblerait indiquer que la normalisation et la diffusion de la langue anglaise sont les derniers soucis des anglophones. Ah bon? Vraiment? Vraiment? Or, l'observation invalide totalement ce sentiment, ou plutôt cette croyance. Il suffit de regarder d'un peu plus près les événements récents ou un peu plus anciens pour être convaincu de l'inverse. En 2014, grâce aux 5 milliards de dollars évoqués par Victoria Nuland, secrétaire d'État assistante pour l'Europe et l'Eurasie, le coup d'État du Maïdan, organisé par les États-Unis, installe en Ukraine un gouvernement croupion à la solde des États-Unis et violemment hostile à la Russie. L'une des premières mesures de ce gouvernement est d'abolir le statut officiel de la langue russe, qui jusque-là a été langue co-officielle avec l'ukrainien. D'autres langues dites minoritaires sont aussi concernées, mais il est évident que c'est le russe qui est principalement visé. Or, on se trouve dans un pays où presque 100% de la population comprend le russe, qui est aussi la langue maternelle de 50% de cette même population. Il faut aussi noter la proximité des deux langues, et l'ukrainien, comme le russe, utilise l'alphabet cyrillique. Tout le sud et l'est du pays sont russophones, et comme dans beaucoup d'anciennes républiques socialistes soviétiques, pas toutes mais un grand nombre, le russe est compris presque partout, et les chaînes de télévision en langue russe ont une très large audience. La suppression du russe comme langue officielle marginalise donc immédiatement la moitié de la population, d'où la sécession immédiate du Donbass et le référendum en Crimée en vue de son rattachement à la Russie. Il s'agit donc là d'une tentative d'arrachage linguistique dont le but est bien sûr de réduire et d'anéantir toute influence russe en Ukraine. En mars dernier, cela a été suivi d'une autre mesure visant à faire adopter l'anglais comme langue secondaire en Ukraine. Ce projet est porté par Oleksiy Danilov, secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense. Il a proposé de rendre l'anglais deuxième langue obligatoire, notamment dans l'enseignement, en l'inculquant dès la maternelle. Il y voit une garantie d'indépendance par rapport au monde russophone et une possibilité de rapprochement avec l'Union européenne et l'OTAN. D'une manière générale, depuis 2014, les dirigeants ukrainiens sont peu ou prou des marionnettes choisies par les États-Unis qui bredouillent et bafouillent en anglais devant les caméras des télévisions étrangères, comme c'est d'ailleurs le cas dans tous les pays où des révolutions colorées soutenues par les États-Unis ont eu lieu. Même ambition en Moldavie, où Maia Sandu, la présidente du pays, qui depuis son passage à la John Kennedy School of Government à Harvard et à la Banque mondiale à Washington, est devenue l'enfant chéri des Américains en promouvant la suppression de l'enseignement du russe en faveur de l'anglais partout en Moldavie. Au Rwanda, Paul Kagame, le Pol Pot des 1000 collines, qui bénéficia directement de l'aide militaire, des financements anglais et américains et des conseils directs de Tony Blair, fit imposer l'anglais au détriment du français dans tout le pays. Dans les années 60, dès le début de leur présence au Sud-Vietnam, les Américains n'eurent de cesse que de remplacer les Français et d'éradiquer toute influence française. C'est ainsi qu'ils payèrent les conservateurs des bibliothèques universitaires un peu partout au Sud-Vietnam pour remplacer tous leurs livres rédigés en français par des livres américains équivalents. Durant mes multiples séjours au Vietnam, j'eus l'occasion de parler
à un témoin oculaire de cette volonté d'éradiquer cette forte influence française qui existait encore au Sud-Vietnam après le départ des Français du Nord-Vietnam en 1954. C'est par camions entiers que les livres français, conservés jusqu'alors dans les universités, furent ainsi évacués vers les décharges d'ordures de Saïgon. Daniel Ganser, professeur d'histoire à l'université de Bâle, a affirmé que, au Cambodge, le massacre des francophones par les Khmers rouges fut suggéré et encouragé par les conseillers anglais et américains de Pol Pot. N'oublions pas le discours de De Gaulle à Phnom Penh en 1966, qui réunit dans un stade toute la bourgeoisie et l'intelligentsia cambodgienne qui, à l'époque, comprenait le français aussi bien, sinon mieux, que le khmer, alors qu'au jour d'aujourd'hui, il n'existe quasiment plus de francophonie résiduelle dans ce pays. Quant aux livres français de la Bibliothèque nationale de Phnom Penh, ils furent brûlés par les jeunes Américains du Peace Corps, présents au Cambodge à partir de 1992. Au Maghreb, durant la guerre civile algérienne, il est de notoriété publique que l'armée islamique du salut fut soutenue et financée par les Américains. Ce sont globalement les Anglais et les Américains qui ont nourri la croissance des groupes islamiques radicaux, frères musulmans, Al-Qaïda, Daesh, etc. L'un des buts de ces groupes en Algérie était précisément d'éradiquer le français, mais la défaite de l'armée islamique du salut, du Front islamique du salut et du groupe islamique armé ne l'a pas permis. À l'origine de tous ces mouvements, on trouve la main pas du tout invisible des Américains et des Anglais qui n'ont de cesse que de combattre farouchement notre influence et donc notre langue partout où on peut encore la trouver. Il est absolument nécessaire de remonter à la source pour avoir une compréhension globale des phénomènes anti-français. Tandis que la Commission européenne affiche une politique officielle de multilinguisme et de multiculturalisme, n'importe qui peut facilement remarquer que les versions en anglais des textes officiels émanant de la Commission européenne sont la plupart du temps rendues disponibles bien avant les versions dans les autres langues officielles de l'Union, même s'il s'agit de grandes langues telles que l'allemand, le français ou l'italien. Des fonctionnaires de la Commission européenne ont rapporté que le démantèlement insidieux des services linguistiques débuta à l'instigation de Neil Kinnock, qui fut membre de la Commission européenne de 1995 à 2004. Il fut d'abord chargé des transports dans la commission Santer, puis devint vice-président de la commission et chargé de la réforme administrative dans la commission Prodi. Ce démantèlement continua sous la houlette de Jean Figel, commissaire à la culture et au plurilinguisme, jusqu'en 2009, par la sous-traitance de plus en plus systématique des services de traduction dont l'objectif de les transférer au British Council, qui sera l'un des principaux bénéficiaires des fonds européens pour soutenir le multilinguisme. On pourrait en rire, et si les conséquences n'étaient pas aussi néfastes. En utilisant constamment le justificatif de réduire les coûts, le marché des pigistes a également commencé à recevoir une proportion non négligeable du travail de traduction. Alors que ces pratiques tendent à favoriser les privilèges et la corruption, elles aboutirent aussi et inévitablement à une baisse de la qualité des traductions, rendant ainsi à terme les traductions plus ou moins inutiles. Le recours à la solution d'une langue unique, c'est-à-dire de l'emploi exclusif de l'anglais, trouva alors sa pleine justification. L'évolution vers une administration européenne qui n'utilisera plus que l'anglais dans toutes ses tâches officielles fut parfaitement préparée et anticipée. Il faut remarquer que, quel que soit le raisonnement que l'on peut tenir, l'expansion d'une langue se fait toujours au détriment d'une autre. On ne peut pas déplorer le faible poids de l'allemand ou du français au sein de la Commission actuellement et en même temps faire la promotion de l'anglais comme véhicule de communication internationale au sein de cette même Commission. Il s'agit d'un simple phénomène de vase communicant et tout recul de l'allemand, librement accepté par les germanophones, se traduit immédiatement par une avancée de l'anglais
Et il en est de même, bien sûr, pour l'italien ou le français. Les Britanniques ne raisonnent pas comme nous. Motivés par leur impérialisme linguistique, Neil Kinnock et ses acolytes ont opéré de manière pragmatique pour assurer la domination de l'anglais et n'ont jamais eu recours à des instructions émanant de quiconque pour changer les conditions de fonctionnement interne de la Commission. Et cela constitue leur force, parce qu'on ne sait pas de quel côté les attaquer. Ils ont fait apparaître la diffusion de l'anglais au sein de la Commission comme un fait naturel qui s'est réalisé tout seul, comme par miracle. Dans la commission Delors ou la commission Santer, la direction générale des relations extérieures fut toujours un service où la quasi-totalité des documents, des réunions et des instructions étaient en français. Il y eut des commissaires allemands, anglais et autres sans que cela entraîne de changement, jusqu'au moment de l'arrivée de Chris Patten en 1999, commission Prodi, lequel, du jour au lendemain, a prétendu que tout se fasse en anglais, en l'absence de toute instruction écrite, en recourant à des méthodes indignes d'une administration publique plurilingue, mais très efficace. Le cabinet du commissaire renvoyait tous les papiers qui n'étaient pas en anglais aux responsables des dossiers. Ainsi, un très grand nombre de fonctionnaires non anglophones ont dû partir avec un avantage supplémentaire pour Chris Patten, qui a pu ainsi se choisir de nouveaux collaborateurs. Il est difficile pour les gens de l'extérieur de comprendre les mécanismes sui generis d'une administration publique tels que ceux de la Communauté européenne. Une haute fonctionnaire italienne à la Commission écrivait en 2008, je cite, « Au sein des institutions européennes, le défi que les Français et les autres pays du continent européen, qui se réclament du droit écrit, n'ont pas voulu relever, est celui du choix fondamental entre légalité et pragmatisme. Les institutions européennes, plurilingues et multiculturelles, ne peuvent pas fonctionner correctement uniquement sur la base de la bonne foi de leurs dirigeants. Cela pouvait marcher lorsque nous étions 6, 10, à la rigueur, mais au point où nous en sommes aujourd'hui, il faut des règles strictes, sous peine de marginalisation des pays qui respectent le plus la loi et la démocratie. Aujourd'hui, le commissaire aux langues officielles Léonard Orban et son cabinet continuent à fonctionner sur le modèle Kinnock, qui prenait ses directives directement du British Council. Neil Kinnock, au cours de ses 10 années passées à la Commission, a eu un pouvoir énorme. Il a géré la question linguistique sous ses différents aspects, administration, informatique, traduction, interprétation, éducation. Ces domaines sont aujourd'hui gérés par différents commissaires, mais ils continuent tous à fonctionner sous le modèle instauré par Neil Kinnock. Aucun des nouveaux commissaires ne s'est posé le problème de remodeler les politiques européennes qui touchent aux langues et à l'éducation dans une optique d'intérêt général. Les méthodes du British Council qui ont pénétré et imprégné les services de la Commission restent l'évangile. D'ailleurs, immédiatement après son départ de la Commission, Neil Kinnock a été nommé à la tête du British Council. La collusion est évidente pour nous tous. Juste après l'effondrement de l'Union soviétique, la communauté européenne a rapidement cherché à créer une structure d'ensemble qui permettrait de fournir une aide pratique et qualifiée aux pays concernés, leur permettant de restructurer leur système politique et économique et d'exploiter au mieux la nouvelle conjoncture. Il en a résulté les programmes phares et Tassis qui ont imposé de facto l'usage de l'anglais aux pays d'Europe de l'Est. Par la suite, toutes les négociations en vue d'une adhésion éventuelle de ces pays à l'Union européenne ont imposé l'usage de l'anglais, ce qui a obligé ces pays à mettre à la retraite anticipée et à renvoyer des kyrielles de diplomates et de hauts fonctionnaires qui utilisaient principalement le russe ou le français dans leur contact avec les entités étrangères. En définitive, cela n'est en rien nouveau. Dans le collectif d'auteurs intitulé « Tu parles, le français dans tous ses états », Dominique Noguez écrivait
je cite, « Dès juin 1943, les ministres de l'instruction des gouvernements alliés, établis à Londres, n'eurent rien de plus pressé que d'examiner, selon l'agence Reuters elle-même, un plan destiné à faire de l'anglais la langue universelle comme médium dans les contacts internationaux et comme un moyen d'assurer une meilleure entente entre les peuples. » Dès le 31 janvier 1952, le délégué de la République d'Haïti à l'ONU remarque devant l'Assemblée générale de cette organisation qui siège alors à Paris que des ouvrages très importants de cette organisation sont édités en langue anglaise, à l'exclusion de la langue française. En pleine capitale de la France, les programmes des séances sont affichés uniquement en anglais. La croyance que le passage massif à l'anglais qui semble avoir été accompli par certains pays, cette croyance qu'elle fut le résultat d'un processus endogène correspondant à la volonté des décideurs locaux est souvent totalement illusoire. À ce titre, là encore, l'exemple du Vietnam est particulièrement éclairant. Au début de la décennie 1990-2000, le ministère de l'Éducation vietnamien remplaça brusquement l'enseignement du russe, et plus minoritairement du chinois, par celui de l'anglais. Or, l'économie vietnamienne n'a pu décoller que vers 1995, car ce n'est qu'à cette époque que le gouvernement américain leva finalement son veto, interdisant à la Banque mondiale et au FMI de prêter au Vietnam. Un seul pays, les États-Unis, dispose effectivement du droit de veto au sein de ces deux organismes. On sait aujourd'hui que la levée de ce veto fut subordonnée à plusieurs conditions que le Vietnam devait remplir, notamment de substituer à l'enseignement massif du russe dans toutes les écoles vietnamiennes celui de l'anglais. Il s'agissait bien sûr d'éradiquer le plus rapidement possible l'influence russe et la remplacer par une influence anglo-saxonne et états-unienne prépondérante dans tous les secteurs de la vie intellectuelle du pays, et surtout d'aligner l'économie vietnamienne sur les intérêts des pays développés, principalement les États-Unis. En étant le seul pays à posséder le droit de veto au sein de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, les États-Unis ont pu, en plus, utiliser ces institutions afin de faire avancer leurs intérêts spécifiques, tel que ce fut le cas au Vietnam ou dans une kyrielle d'autres pays. À ce titre, l'ignorante naïveté des services culturels français qui opèrent en Asie est souvent désopilante. Est-on ignorant à ce point des dessous de l'action états-unienne ou fait-on semblant de l'être? Les dés sont toujours pipés depuis longtemps par un concurrent direct qui ne sera satisfait que quand les autres auront été totalement et définitivement éliminés. On se souvient de l'évacuation précipitée par hélicoptère des derniers Américains réfugiés sur le toit de leur ambassade en avril 1975, quand les troupes nord-vietnamiennes entrèrent dans Saïgon. Pourtant, aujourd'hui, les échanges commerciaux entre le Vietnam et les États-Unis sont florissants. Bien que le Vietnam soit membre à part entière de l'Organisation internationale de la francophonie, l'anglo-américain a supplanté le russe et le français depuis belle lurette, et une grande partie de la jeunesse rêve de partir aux États-Unis pour y faire des études. Les médias vietnamiens sont alimentés par les agences de presse états-uniennes, United Press International et Associated Press, ou encore par l'anglais Reuters, qui, pour informer la population vietnamienne sur ce qui se passe à l'extérieur du pays. Et en ce qui concerne les positions du Vietnam en matière de politique étrangère et de relations extérieures, elles s'alignent comme par hasard la plupart du temps sur celles des États-Unis. Quant aux millions de Vietnamiens qui sont encore affectés par l'épandage de l'agent orange, la presse n'en parle quasiment plus. Ho Chi Minh doit se retourner dans sa tombe. La suite au prochain chapitre. Bonne journée à tous.